Le 20 juillet 2022, la marine de la Fédération de Russie, en pleine modernisation, a annoncé le retrait du dernier sous-marin du projet 941 Akula, c'est-à-dire requin en russe. Proposé en décembre 1972, soit 50 ans plus tôt, au Parti communiste de l'Union soviétique, son nom est le Dmitri Donskoy, du nom d'un saint russe du XIVe siècle. Pour remplacer ce sous-marin hors norme, Moscou avait annoncé le 23 avril 2019 le lancement d'un sous-marin encore plus gigantesque, le K329 de la classe Belgorod, mesurant quant à lui 10 mètres de plus que le précédent, soit un total de 184 mètres, ce qui représente 6 baleines bleues ou rorquals alignées. Vous connaissez certainement ce film avec Sean Connery qui mentionne l'histoire d'un sous-marin soviétique et de son équipage, dont le capitaine Marko Ramius et plusieurs officiers veulent passer dans le camp occidental à la fin de la guerre froide. Une histoire de Tom Clancy, le plus grand romancier à suspense et spécialiste des histoires d'espionnage. Ceci ressemble bien à un roman de science-fiction sur une bande originale géniale de Basil Poledouris. En fait, ce sous-marin, bien qu'il ne soit pas équipé d'un système de propulsion absolument silencieux qui le rend indétectable, surnommé dans le film « la chenille », ce sous-marin a pourtant bel et bien existé. Et il était une arme tout à fait nouvelle qui a filé de grosses sueurs froides à l'armée des États-Unis, mais aussi à toutes les forces de l'OTAN. C'est donc en 2022 que ce fantastique engin, après 40 ans de bons et loyaux services au sein de la marine soviétique puis russe, a fini par tirer sa révérence. Une chose incroyable que de voir un sous-marin avec une telle longévité. Sa taille énorme a même poussé la marine russe à envisager un temps d'utiliser les classes Typhon comme cargo sous-marin transporteur de pétrole afin d'approvisionner, sous la glace du nord de la planète, les grandes villes côtières de la Sibérie. Il faut dire qu'il s'agit, dans les années 1980, du plus gros sous-marin du monde. Un monstre de 48 000 tonnes, soit 2 fois la masse d'un sous-marin de l'OTAN, et équipé d'une technologie et d'une force de frappe alors inégalée. Et ce sous-marin est lancé sur les ordres du premier secrétaire Leonid Brejnev, alors le leader du plus grand pays du monde, l'URSS, qui couvre encore 1/6 des terres du globe. Le gouvernement soviétique est plongé, à cette époque, dans une nouvelle lutte sans merci avec les États-Unis d'un Ronald Reagan belliqueux, et les deux camps tiennent alors, après une longue période de détente des relations, à en finir, une fois pour toutes, avec ce conflit interminable qui touche le monde entier et influe sur la planète depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide. Dans l'optique des dirigeants soviétiques, dont le pays est embourbé dans la guerre d'Afghanistan, l'équivalent du Vietnam pour les soviétiques, un conflit qui absorbe la plupart des budgets, avec leur pays qui semble décrocher de sa place de superpuissance, il faut frapper un grand coup et montrer aux États-Unis et au monde que l'URSS doit encore et toujours être crainte et surtout respectée. Les franges ultranationalistes, dans l'ombre, dirigeant en sous-main l'Union des républiques socialistes soviétiques d'un Brejnev vieillissant, se radicalisent devant la menace des États-Unis. En effet, Reagan, désireux de mettre un point final à la guerre froide, relance alors à toute vitesse la course aux armements et la course à l'espace afin de mater une fois pour toutes la superpuissance rivale de l'Amérique. Le projet de bouclier antimissile voulu par l'administration de Washington, et surnommé Star Wars, pousse les militaires soviétiques à imaginer dans le plus grand secret un tout nouveau type de sous-marin ultra silencieux capable de descendre à des profondeurs 2 fois supérieures à celles des sous-marins de l'OTAN, faisant de cette classe de submersibles, Typhon, un engin quasiment indétectable par les satellites états-uniens et les forces de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Lorsque le projet est décidé, Leonid Brejnev déclare lors du 26e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, PCUS, « Les Américains viennent de lancer leurs sous-marins Ohio et leurs missiles Trident, nous leur répondrons avec notre Typhon ». Le nom même de Typhon vient de Leonid Brejnev lui-même lors de l'évocation du projet du futur SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins.
Le premier secrétaire utilise en effet ce mot pour donner une image de la puissance de feu du futur submersible. L'objectif est donc clair, les gouvernants soviétiques ne peuvent suivre financièrement la course aux armements et la compétition dans l'espace. Ils misent par conséquent clairement sur une arme unique et absolue capable de faire trembler les faucons du Pentagone et de l'administration républicaine de Reagan, en ayant la capacité de déboucher par surprise devant les côtes américaines sans être préalablement détecté par le système de défense des États-Unis et menaçant d'un coup de 200 têtes nucléaires de 100 kilotonnes chacune, soit 6 fois Hiroshima, un territoire que Washington pense sanctuariser et donc à l'abri de leurs ennemis. La Kula, ou typhon, pourrait se faufiler, invisible à travers l'Atlantique, émerger à la dernière minute devant New York et en une seule série de frappes détruire, en quelques minutes, l'ensemble des défenses et même les grandes villes américaines, avant même que l'armée des États-Unis n'ait eu le temps de lancer des missiles antibalistiques pouvant contrer l'attaque. Le système de défense des USA serait alors complètement inutile et les milliards dépensés dans le projet Star Wars de l'administration républicaine n'auraient servi à rien. Une énorme gifle pour une Amérique qui se pense, à l'époque, invincible. Le projet 941 à Kula, ainsi nommé, est alors rapidement mis sur pied par le complexe militaro-industriel soviétique et les scientifiques de l'armée rouge. Les sommes investies sont tellement énormes que sur les 8 sous-marins prévus, seuls 6 verront le jour. Cette taille de 175 mètres de long, de la classe Typhon, 5 mètres plus long que le plus grand sous-marin de l'US Navy à l'époque de la classe Ohio, cette taille est indispensable pour 3 raisons. D'abord, les missiles balistiques R-39 RIF soviétiques ne connaissent pas la miniaturisation naissante des missiles balistiques Trident des États-Unis. Ils gardent cependant une puissance et une portée comparables voire supérieures. Ensuite, l'engin devra descendre à des profondeurs telles qu'un système complexe de compartiments devant réguler la pression est mis en place. Il descend en effet à 400 mètres de profondeur contre seulement 250 mètres pour une classe Ohio, alors le plus moderne et puissant submersible de la flotte états-unienne. Enfin, la marine soviétique puis aujourd'hui russe fait face à une difficulté qu'elle a de tout temps connue. Un littoral bloqué 6 mois de l'année par une calotte glaciaire extrêmement épaisse et quasiment infranchissable qui impose des vaisseaux excessivement robustes pouvant résister aux forces de pression exceptionnelles de la contraction de la glace sur les coques. Le Typhon ne déroge pas à la règle, et depuis sa base de Zapadnaya Litsa, près de Polyarny et de Mourmansk, au nord du cercle polaire arctique, il n'a pas le choix que de pouvoir se frayer un chemin à travers la banquise, et surtout pouvoir remonter en surface en la perçant avec son kiosque, c'est-à-dire la partie haute du sous-marin, quand il doit brasser l'air ou faire surface pour la qualité des communications. La réserve de flottabilité, c'est-à-dire l'eau qu'il peut stocker puis libérer pour remonter à la surface, doit donc être bien plus grande que les autres sous-marins afin de pouvoir percer cette glace. Le sous-marin doit donc avoir une dimension sans précédent. La région de Polyarny a été choisie par les soviétiques car cette base est loin de toute puissance hostile et leur permet d'accéder librement aux mers et océans du monde entier. Côté américain, le North Warning System, ou système d'alerte du Nord, commence à se mettre en place au début des années 1980. Il sera réellement effectif en 1985. Dans la volonté des États-Unis de sanctuariser leur territoire, ceux-ci développent en effet des infrastructures de surveillance et d'espionnage face à l'Union soviétique sur sa frange nord, c'est-à-dire là où les deux pays sont les plus proches géographiquement, l'Arctique. C'est effectivement, en cas d'affrontement, par le cercle polaire que passeront les missiles intercontinentaux soviétiques et américains. Ce système dense de surveillance très serré oblige alors les soviétiques non seulement à mettre en place un système similaire, mais aussi, bien sûr, créer un engin furtif capable de passer sans être repéré
cette ligne radar apparemment impénétrable. Ainsi, l'idée du sous-marin nucléaire lanceur d'engins SNLE de classe Typhon répond à cette problématique. Avec sa capacité à descendre bien plus profondément que tous les autres sous-marins du monde et ses hélices enveloppées d'une structure réduisant les cavitations, donc les bruits des hélices détectables par les radars de l'OTAN, le projet 941 Akula devient la pièce maîtresse du dispositif d'attaque et de dissuasion nucléaire de l'Union des républiques socialistes et soviétiques en ce dernier quart du XXe siècle. Les données techniques et tactiques spécifiées dans le cahier des charges pour le nouveau sous-marin lanceur d'engins projet 941 Akula sont proposées au Parti communiste de l'Union soviétique en décembre 1972. Un an plus tard, le 19 décembre 1973, le projet 941 est adopté par décret et un nouveau missile est mis en chantier. Le projet est développé par le Bureau central d'études Rubin sous la gestion du concepteur général Spassky, sous la direction directe du concepteur en chef Sergueï Nikititch Kovalev et sous la supervision de Levatchov, chef de la marine. Le développement de ces nouveaux missiles stratégiques navals est confié au concepteur en chef Makiva en 1971. Le travail sur les D-19, la version terrestre, et les R-39 RSM-52, la version destinée à la marine, commence en 1973. Les Soviétiques savent que les Américains ont une avance technologique importante dans la construction des missiles à ergols solides, c'est-à-dire une substance capable de fournir de l'énergie au lancement des objets propulsés comme un missile, une fusée, un satellite, etc. Beaucoup en URSS s'inquiètent de l'avance indéniable de la technologie américaine dans ce domaine. Le cahier des charges du projet 941 se profile. Le futur sous-marin doit pouvoir se faufiler sous les glaces de l'Arctique, percer des épaisseurs de plus de 2,5 mètres de glace, d'où sa grande réserve de flottabilité, tirer ses missiles en plongée et en surface, et disposer d'une importante capacité de détection hydroacoustique. Le sous-marin K-153 classe Golf est modifié en 1976 en projet 619 Golf 5 afin de mener une série intensive de tests conduisant à l'acceptation par la marine en 1984 du missile R-39 RIF, code OTAN SSN-20 Sturgeon. Les Soviétiques savent que, pour le nouveau projet 941, le silence, donc la furtivité, constitue une donnée capitale. En effet, grâce à des indiscrétions de quelques marins de l'US Navy et de leurs familles, ils savent que les Américains arrivent, sans trop de problèmes, à traquer pendant de longues périodes les SNLE soviétiques de la classe Yankee. Ils savent aussi que les barrières SOSUS, Sound Surveillance System, c'est le réseau de sonar des États-Unis déployé pour repérer les sous-marins dans le cadre du North Warning System, ces barrières ont été renforcées et elles permettent aux Américains d'estimer les routes tactiques que vont emprunter les sous-marins sortant des ports de la mer Blanche ou de la mer Baltique. Il devient alors nécessaire d'opérer des ajustements dans la doctrine nucléaire de l'Union soviétique. Deux axes majeurs sont proposés. Augmenter les portées des missiles stratégiques afin de rapprocher au maximum les zones de patrouille des SNLE des eaux territoriales de l'Union soviétique. Ensuite, lancer la troisième génération de SNLE et de SNA, sous-marins nucléaires d'attaque, plus rapides et plus silencieuses. Il semblerait que l'Union soviétique était bien plus intéressée par une doctrine défensive que ce que les États-Unis ont voulu faire croire. En effet, le nombre de missiles stratégiques navals répond pratiquement à un ratio de 1 pour 3, ce qui portait à plus de 3000 têtes nucléaires américaines l'arsenal embarqué dans la flotte de leur SNLE à la fin des années 1980. Quelques 1219 personnes travaillent sur la construction du Typhon et plus de 1000 entreprises sont mises à contribution pour la fourniture des pièces, des ensembles et des éléments de conception du projet. La construction des sous-marins de la classe Typhon a lieu au chantier numéro 402 Sevmash de Severodvinsk.
Elle ne peut se faire qu'après la construction du plus grand dock couvert au monde, établi à plus de 800 mètres de l'accès à la mer, afin d'induire en erreur l'espionnage par satellite. À la fin de la construction du premier Typhon, une armada d'engins de terrassement creuse en un temps record un canal par lequel le sous-marin est tracté jusqu'au port lui-même. Le premier sous-marin de classe Typhon est lancé le 12 décembre 1981. Chaque nouvelle unité bénéficie d'améliorations technologiques. Leur coût exorbitant engendre des discussions très vives. Il est donc décidé de limiter à 7, puis à 6 exemplaires l'effectif produit. Le coût du programme n'est pas le seul élément mettant en péril l'avenir du projet 941. La taille gigantesque et inhabituelle du sous-marin engendre de très grosses difficultés d'organisation et d'intendance. Cette taille l'empêche en effet de rejoindre les ports stratégiques de la mer Blanche. Entretenir et gérer ces engins et leur armement est très délicat et nécessite la création d'infrastructures colossales que beaucoup estiment inutiles. Le concept des sous-marins de classe Aquila Typhon consiste en 2 coques internes de SNLE classe Delta 4 de 7,2 mètres de diamètre juxtaposées. Cette disposition s'apparente donc à celle d'un catamaran. 2 modules de sauvetage peuvent accueillir l'ensemble de l'équipage qui sont installés de chaque côté du massif. La salle des torpilles et le PCNO, poste central de navigation-opération, servent de zone de jonction entre les 2 coques. Chaque coque est en liaison avec l'autre par des coursives de jonction. Avec un total de 19 compartiments étanches, les zones de vie et opérationnelles sont clairement séparées. La coque épaisse du PCNO et celle de la salle des torpilles sont réalisées en alliage de titane pour plus de résistance et de discrétion magnétique grâce au savoir-faire accumulé depuis les classes 661 en char pour les missiles et les projets 705 Lyra pour la vitesse. Les barres de plongée avant s'escamotent dans la coque tandis que la forme des barres arrière a été étudiée pour augmenter la stabilité du sous-marin. Contrairement à ce que pensaient les Américains, les Soviétiques ont développé une technique d'écoute sonar similaire à celle présente sur les Ohio grâce au ALR, antenne linéaire remorquée, permettant ainsi au Typhon de traquer les sous-marins au-delà des perturbations provoquées par son sillage, baffle, et le rendant beaucoup moins sourd que les SNLE de génération précédente. Les locaux vie ont été pensés pour le bien-être de l'équipage. Fini les installations rustiques des projets 658. À bord se trouvent chambres spacieuses pour les officiers, banya, c'est-à-dire bain traditionnel russe, composé d'un bain de vapeur et d'une petite piscine, salle de détente avec télévision et air climatisé, salle pour fumeurs, sauna, solarium, petite boutique, salle de sport, etc. Le projet 949A a lui aussi bénéficié de ce même genre d'aménagement pour l'équipage, ce qui lui permet de garder toute son efficacité durant les missions de longue durée, c'est-à-dire plus de 90 jours. Les équipages ont surnommé ces sous-marins « Hilton flottants ». Bien que le cahier des charges soviétique ait prévu des missions dépassant les 120 jours, les missions de plus de 2 mois ont été rares, probablement pour des raisons de logistique. Néanmoins, les cycles opérationnels des sous-marins de la classe Typhon sont remarquables. Au moins un Typhon a effectué une mission de plus de 3 mois à la mer sans interruption, un échange d'équipage et un réapprovisionnement ayant été réalisés à partir d'un brise-glace qui avait rejoint le sous-marin. Les sous-marins de classe Typhon emportent 20 missiles balistiques mer-sol R-39 RSM-52 code OTAN SSN-20 Sturgeon d'une portée de 11 000 km. Chaque missile possède 10 têtes indépendantes, chaque tête peut atteindre une cible différente. La puissance unitaire de ces têtes est de 100 kilotonnes, environ 6 fois la bombe atomique d'Hiroshima, Little Boy.
Les missiles sont logés à l'avant du massif, ce qui en fait un sous-marin unique, tous les autres types de SNLE emportant leurs missiles sur l'arrière. De nombreuses modifications ont été apportées au cours de la vie opérationnelle des 6 sous-marins. Modification des systèmes acoustiques, installation d'un dispositif de correction astrale sur les missiles, modification des conduites de tir, amélioration du système de navigation par satellite GLONASS pour le tir multi-cible, projet 941U. Les dernières grandes modifications ont été apportées par la version 941UM, dont seul le TK-208 Dimitri Donskoy aura bénéficié. Début 2010, il est prévu que la classe Borei remplace définitivement les derniers Typhons en 2017. Jusqu'à ces dernières années en opération, le projet 941 est doté de systèmes qui n'ont pas à rougir face à leurs équivalents occidentaux, et ce d'autant moins depuis la refonte du TK-208 Dimitri Donskoy. Afin de rendre la partie nucléaire du sous-marin plus compacte et de faciliter sa maintenance, il a été décidé d'utiliser 2 réacteurs à eau pressurisée VM5 du réacteur nucléaire OK650 d'une puissance unitaire de 190 MW. 2 turbines à vapeur permettent d'assurer la propulsion du sous-marin. L'ensemble de la structure supportant les machines a été placé sur vérins et berceaux afin de réduire le bruit et les vibrations transmis à la coque. Le protocole de sécurité des réacteurs a été revu à la hausse à la demande des autorités. Contrôle du niveau d'énergie, triple système de secours, bouclier anti-radiation. 4 turbogénérateurs autonomes de 3200 kW unitaires assurent la fourniture d'énergie électrique et 2 diesels alternateurs DG750 peuvent prendre la relève en cas de panne. 2 propulseurs électriques de 750 kW, un au centre, à l'arrière et un à l'avant tribord, permettent d'assurer le déplacement latéral. À la création du projet 941, beaucoup d'efforts ont été déployés pour augmenter sa discrétion acoustique, notamment par une insonorisation accrue de toutes les parties du sous-marin, y compris les cuisines et les toilettes. Il en résulte, selon certains analystes, un niveau acoustique supérieur au Ohio américain. Le projet 941 est équipé d'un système de combat tactique Omnibus 941 permettant la fusion des données des divers senseurs du bord. Tous les postes fonctionnent donc de manière très cohérente. Il dispose aussi d'une nouvelle centrale inertielle Symphonia, d'un sonar de coque actif-passif MGK 500 Squad KS comportant notamment 4 antennes latérales et pouvant assurer la poursuite simultanée de 12 pistes, c'est-à-dire de 12 sous-marins ennemis différents, d'un sondeur des glaces MG 518 Arfa, d'un sonar anti-mine MG 519 Sévère, d'un radar de veille surface MRKP 58 Buran, d'un système de surveillance vidéo externe MTK 100, de 2 périscopes attaque et veille, de 2 ALR, antennes linéaires remorquées de plus de 150 mètres chacune, permettant la réception radio sous la surface. Cet équipement est complété par 2 antennes sonars linéaires remorquées sur les TK-208, TK-17 et TK-20. Le sous-marin emporte 20 missiles R-39 pouvant être lancés jusqu'à une profondeur de 55 mètres avec un intervalle entre chaque missile très court, inférieur à 70 secondes selon certains analystes, sans limitation engendrée par l'état de la mer ou de la météo. La portée dépasse les 10 000 km, soit un tiers du diamètre de la planète. Chaque missile emporte 10 têtes nucléaires de 100 kilotonnes chacune, avec un système inertiel d'entrée dans l'atmosphère. Elle présente un cercle d'erreur probable, CEP, de 500 mètres, c'est-à-dire une précision de cible à 500 mètres près. L'armement des sous-marins de la classe Typhon comprend aussi 6 tubes lance-torpilles de 533 mm avec système de chargement rapide. La plupart des armements sous-marins de ce diamètre peuvent être lancés, torpilles, missiles anti-sous-marins, etc. Les 6 sous-marins de la classe Typhon
ont été affectés à la 18e division de sous-marins de la flotte du Nord. Ils sont basés dans la baie de Nerpichtya, à la base navale de Sabadnaya Litsa, entièrement reconfigurée en 1977 pour accueillir le centre de commandement stratégique de la division des Typhons. De nouveaux quais ont été installés et la base a été dotée d'un véhicule de transport des missiles R-39 et d'un imposant portique servant au chargement des missiles à bord, ainsi que d'un complexe de maintenance courante, docks flottants et de bâtiments hébergeant les équipes de maintenance à terre. Comme les sous-marins occidentaux, chaque sous-marin de la classe Typhon est armé par 2 équipages. Les Typhons ont le plus haut rendement de la flotte du Nord. En effet, à l'époque où les 6 Typhons étaient opérationnels, 2 étaient en permanence à la mer et chacun faisait en moyenne 3 à 4 patrouilles de 3 mois par an. En 1989, année de la chute du mur de Berlin, la construction du 7e Typhon, le TK-210, est annulée et il est démantelé avant son achèvement. Pour certains, les problèmes financiers de la Russie ont été déterminants dans ce choix. Pour d'autres, ce sont les traités de désarmement bilatéraux SALT I et SALT II. La situation politique de la Fédération de Russie, entre 1990 et 2000, a certes laissé la flotte du Nord dans un état déplorable, avec un budget de fonctionnement insuffisant pour assurer le maintien en conditions opérationnelles de la flotte. Pour les mêmes raisons, le TK-202 puis le TK-12 et enfin le TK-13 sont retirés de la liste des bâtiments actifs de la marine. Cette décision accompagne notamment l'arrivée en fin de vie opérationnelle du missile R-39 qui les équipe. En mars 2009, les 3 sont démantelés, dont un grâce à des fonds américains et canadiens. Le 21 mai 2013, la Russie annonce le retrait et le démantèlement du TK-17 Arkhangelsk et du TK-20 Severstal. Seul restera en service le TK-208 Dimitri Donskoy, exemplaire modernisé à des fins d'essai de missiles balistiques. Entre 2000 et 2010 environ, en prévision du désarmement des Typhons, les chantiers navals Rubin ont étudié leur possible refonte pour en faire des cargos minéraliers sous-marins qui auraient permis de désenclaver des sites miniers ou sidérurgiques dont les ports sont bloqués par les glaces plusieurs mois par an, en aménageant des terminaux accessibles sous la surface de la mer. Ces projets ne sont plus d'actualité. Au début de l'année 2021, le TK-208 Dimitri Donskoy était toujours en service. En 2017, il a participé à la parade navale de Kronstadt, en face de Saint-Pétersbourg. Les autorités russes envisagent ensuite de mettre un terme à sa carrière à l'horizon 2025 ou 2026. Le TK-17 Arkhangelsk et le TK-20 Severstal étaient toujours à quai dans le port de Severodvinsk. Les 20 trappes des silos à missiles des 2 navires ont été déposées, mais aucun chantier de démantèlement n'avait démarré. Le National Maritime Museum de Londres a élaboré un projet pour intégrer le TK-17 ou le TK-20, mais rien n'a été officialisé formellement. Début mai 2021, des sources navales russes annoncent que l'état-major de la flotte prévoit de retirer du service actif le TK-208 Dimitri Donskoy lorsque son combustible nucléaire actuel sera épuisé, ce qui devrait intervenir en 2025. Il sera ensuite démantelé. Les raisons évoquées sont essentiellement d'ordre budgétaire, une nouvelle modernisation du navire nécessitant des dépenses jugées inopportunes. Par ailleurs, l'effectif croissant des nouvelles unités de la classe Borei légitime également le retrait du TK-208. Pour mémoire, il était initialement prévu que les sous-marins de la classe Borei remplacent totalement les Typhons entre 2017 et 2018. Le 20 juillet 2021, les médias russes annoncent son retrait de la flotte. Il est radié du service le 6 février 2023. En septembre 2021, un nouveau projet de musée étudie la possibilité d'exposer la coque externe, reconstituée après le démantèlement du navire, du TK-17 ou du TK-20 à Moscou.
Depuis le 23 avril 2019, une toute nouvelle catégorie de sous-marins russes de la nouvelle classe Belgorod ravit au Typhon la première place mondiale. D'une longueur de 184 mètres, il dépasse son prédécesseur de 10 mètres. Il a de plus une masse bien plus faible que le Typhon, qui atteignait 48 000 tonnes en plongée, contre aujourd'hui 30 000 tonnes pour le Belgorod. Le résultat d'une très grande modernisation des matériaux et des équipements. La nouvelle classe de sous-marins russes est opérationnelle à 100 mètres de plus que le Typhon, soit entre 500 et 520 mètres de profondeur, ce qui ajoute en furtivité. Sa vitesse passe à 32 nœuds contre 28 pour le Typhon, soit un passage de 50 à 60 km/h. Le Belgorod est aussi devenu le premier vecteur du drone sous-marin Poséidon, pouvant transporter une ogive thermonucléaire d'une puissance annoncée de 100 mégatonnes. Du jamais vu au point de faire douter les experts sur ces informations transmises par le Kremlin. Ce qui est sûr, c'est que le lancement du Belgorod en 2019 a créé un sacré remue-ménage au sein de la communauté des sous-mariniers du monde entier. Il transporte en effet 6 torpilles nucléaires et non pas des missiles intercontinentaux, trop faciles aujourd'hui à intercepter. Chacune de ces torpilles est donc chargée d'une tête nucléaire d'une puissance annoncée de 100 mégatonnes, soit environ 100 000 fois la puissance d'Hiroshima. Une puissance incommensurable et même inimaginable quand on sait les destructions occasionnées par une seule de ces armes. Ces torpilles sous-marines, une fois armées et tirées, se faufilent sous l'eau jusqu'aux côtes ennemies et propulsent alors, depuis le littoral, leur terrible chargement. De quoi réveiller, en cette deuxième décennie du XXIe siècle, une nouvelle guerre froide qui prend une tournure bien plus dangereuse et inquiétante que la précédente du fait d'un contexte international flou et obscurci par la multiplicité de ses acteurs. On est très loin d'un monde bipolaire, plus simple à comprendre et à gérer, et donc les menaces sont plus nombreuses et peuvent surgir de n'importe où. Le lancement du Typhon dans les années 1980 devait départager les vainqueurs d'un conflit planétaire. Espérons que le lancement du Belgorod, encore plus terrifiant par la puissance de ses armes, inspire aux dirigeants plus d'humilité que de défiance afin de préserver le fantastique héritage de notre planète. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez un maximum sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, mettez un petit pouce bleu vers le haut, laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous afin de ne pas manquer la prochaine vidéo.